de ses premières aventures avec le vélo tour aux grandes scènes des festivals européens avec WizEvent. Aujourd'hui à la tête du DFCO, Pierre-Henri de Ballon a fait de l'entrepreneuriat son terrain de jeu. Spécialiste de la billetterie, il a appris à découvrir, créer, reprendre et rebondir. En gardant toujours la même ambition, je crois, l'envie de s'amuser et d'améliorer toujours l'expérience du public. Pierre-Henri, bonjour et bienvenue. Salut Marie. Bonjour, bienvenue dans ce podcast de l'audace d'entreprendre, destiné à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Déjà, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais ici dans ce festival 100% hip-hop ? Est-ce que j'aurai la chance de te voir sur les crash barrières ? Écoute, je suis pas un ultra fan de rap, mais gamin, si, j'écoutais pas mal de rap. IAM, NTM et tout. Et Plutôt non, old school alors ? Bah, je suis old school, hein, j'ai 42 ans maintenant. Donc Très je suis jeune. un vieux rappeur. Non, écoute, parce que Dijon, et puis parce qu'on bosse ici avec WizEvent, avec nos technos, on fait tout le contrôle d'accès, les petits bracelets que tu as au poignet qui permettent de payer toutes les consommations. Et puis les gens de Golden Cause, c'est aussi des gens que je connaissais par ailleurs sur d'autres événements. Et on est sur l'audace d'entreprendre et je les soutiens aussi. Le DFCO est partenaire de l'événement et c'est une initiative qui me plaît parce qu'elle est dans cet univers et puis qu'elle fait vibrer Dijon. Tout à l'heure je parlais avec Christian Alex qui est un des organisateurs et qui me disait je crois qu'on fait trop de bruit et tout, et je dis mais c'est génial parce que ça envoie une énergie positive. Je confirme, on a entendu hier Quartier Montchappé, on a entendu Gims comme si on y était. Le son était vraiment c'est très ce qu'on très appelle fort. la culture pour tous. C'est formidable. Justement, tu l'as dit, on est là pour parler entrepreneuriat. Et avec toi, ici, je pense que ça va être du gâteau, parce que tu es né quasiment dans une entreprise, celle de ton père, AVS Communication. Très tôt, je crois, tu as été immergé dans ce milieu-là. Ouais, parce que souvent on en parle avec Arthur, qui est mon frère, qui est aussi entrepreneur. Et AVS, qui est la société qui a été créée par mon père, on la considère presque comme une petite sœur. Alors c'est bizarre parce que C'est chouette, comme ça peut paraître complètement fou, mais en fait, quand on est entrepreneur, on met toute son âme, toute son énergie et on embarque avec soi son entourage. Et donc nous, gamins, on avait notre papa qui un coup était stressé, un coup était content, euphorique. Et puis c'était aussi une forme d'entrepreneuriat qui est un peu différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de formations sur YouTube, il y a des réseaux d'entrepreneurs. Et lui, il s'est lancé tout seul, sans associé. Donc il portait tout seul. Alors que, par exemple, je me suis associé et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et donc, il ramenait ses problèmes à la maison, les bonnes nouvelles, et donc on a vécu avec. Mais au fond, c'est surtout la valeur d'aimer le travail, de ne pas compter ses heures, et puis surtout d'être libre de porter un projet comme on a envie de le porter. Et je crois que ça a infusé, parce que du coup, Arthur est devenu entrepreneur, et puis moi, j'ai quasi fait que ça, et c'est ce que j'aime, ouais. C'est marrant, tu parles, c'est un membre de la famille, on dit souvent c'est le bébé quoi. L'entreprise, le projet, c'est mon bébé. Ouais, tu sais, même il y a un moment qui est souvent, et d'ailleurs je le dis à beaucoup d'entrepreneurs, où on passe trop de temps dessus, qui est le nom. Ah, quel nom je vais donner, quel logo je vais lui donner, mais parce qu'en fait on est en train de le baptiser, on y met la même énergie que si on avait un gamin. On lui donne naissance, effectivement. Et c'est pour ça que le nom, effectivement, il est symbolique et que derrière on passe une énergie dessus assez forte, peut-être trop. Et si j'avais un conseil à donner, c'est que c'est pas le nom qui fait le succès, c'est surtout la mise en œuvre et ce qu'on en fait. On verra tout à l'heure, tu as une belle punchline pour dire il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, il ne faut pas attendre d'avoir une idée révolutionnaire. Je sais que tu dis souvent, il suffit de se lancer, même si d'autres ont déjà fait ce que tu fais. Lance-toi et tu le feras certainement mieux que lui, mais c'est pas grave s'il y a de la concurrence. Ouais, puis je pense le plus tôt possible, après c'est quand on sent et qu'on a envie, mais c'est plus facile de se lancer tôt parce que on gagne. Quand on est étudiant, on a finalement un rythme de vie qui est assez peu élevé, on n'a pas de prêts, on n'a pas de contraintes, et donc c'est d'autant plus facile, alors que se lancer plus tard, je trouve que c'est encore plus héroïque parce que c'est plus dur, on met plus de choses en jeu. Et t'es en train de te lancer dedans aussi, donc on a plus de freins. On a plus de freins, plus d'inquiétudes. C'est un saut encore plus impressionnant, mais qui est d'autant plus courageux. Et il faut une forme de courage aussi, et ce courage et cette énergie qui fait peur, on se sent vivant aussi. Une forme d'inconscience aussi, peut-être ? Non, pas forcément. Pardon ? Une forme d'inconscience pour se lancer plus tard ? Peut-être. Pas forcément, parce qu'il y a des gens très rationnels qui montent des boîtes. Mais oui, il y a un petit peu de folie, il y a un peu d'aventure. Et au fond, moi j'aurais adoré être aventurier, découvrir de nouvelles terres et tout, mais aujourd'hui c'est plus possible. Beaucoup de choses ont été découvertes, mais je trouve qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat cette aventure. Et l'aventure, c'est les surprises, c'est les hauts et les bas, on en a parlé. Et puis c'est un parcours de vie. Avec mon associé, des fois on se dit juste un mot et on sait de quel client on parle, ou on sait de quelle mésaventure ou galère on a eu, puis on éclate de rire, ou on se fait un clin d'œil et on sait de quoi on parle, et parce qu'on a vécu pleinement et avec passion cette création d'entreprise avec WizEvent ou avec Vélotour.
Alors justement, tu parles de WizEvent et de Vélotour. Je crois que tu as fait des études de marketing sportif. Et en fait, ta première aventure entrepreneuriale, tu l'as fait avec ton frère pour reprendre un projet familial qui avait été un peu avorté. Ça s'appelle le Vélotour et tu vas révolutionner la pratique du vélo en proposant des circuits urbains qui font traverser des lieux mythiques. Est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as avec ton frère quand tu crées le Vélotour ? Écoute, quand on le crée, en fait, quand on crée, on se rend pas compte qu'on est en train de créer quelque chose. C'est-à-dire que l'image que les gens ont, c'est l'événement. Mais en fait, nous, ça fait 1 an qu'on bosse dessus. Donc, le choc, entre guillemets, de voir un événement avec 2000 personnes qui se montent et qui apparaît en quelques semaines, nous, en fait, c'était un fil continu. Et donc, il n'y a pas une émotion à un moment T. Par contre, il y a l'émotion qui est liée aussi à l'événementiel. Et là, on est dedans, qui est le montage avant l'événement. La pression, une semaine avant, tu donnerais tout pour disparaître et qu'on te foute la paix. Et puis, les montagnes russes, quoi. Et puis 5 minutes après avoir fini l'événement, tu es déjà en train de penser à la prochaine édition. Et c'est ces émotions-là et l'énergie qu'on y a mis, et c'était assez incroyable. Ouais. Il y a les galères aussi quand on monte un projet. Je crois qu'il y a quelques belles anecdotes sur la finalisation du Vélotour avec un petit peu de briques et de broc pour baliser un parcours. Ouais, parce que on était, tu parlais d'inconscience, on était un peu inconscient. Donc il y avait la première édition, il y avait 2000 participants. C'est beau déjà, 2000. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup pour une première. Et aujourd'hui, tu vois le parcours qui fait entre 15 et 20 km. Sur la première édition, on était parti sur 30 km, donc c'était un parcours qui faisait tout le tour de Dijon. C'est fou. Et lorsque le départ est donné à 8h, les premiers départs sont donnés au parc de la Colombière. À 8h, je suis à la Toison d'Or avec mon meilleur pote en voiture, en train de courir partout pour faire les flèches du parcours. Et le parcours n'est pas terminé en fait. Et voilà, ça c'est ce genre de choses. Alors ça, c'est pas tellement une galère, c'est plutôt une impréparation. Mais ça te forge parce que tu peux à un moment donné complètement abandonner. Donc cette nuit-là, on n'a pas dormi. C'est-à-dire que j'ai commencé le balisage du parcours avec lui vers 10h du soir. Et à 8h du matin, on était toujours dessus. On n'avait pas bu, pas mangé, rien. Et on tenait parce qu'on avait une sorte d'adrénaline de fou. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu mets sans t'en rendre compte une énergie qui est incroyable. Tout à l'heure, je disais, on met son âme dedans. Ouais. Mais au fond, ça construit et ça nourrit. Et ça fait vivre ces aventures dont on parlait. Tu es sur le fil, hein, du coup tu termines le balisage alors que les gars ils partent derrière. C'est très excitant, très motivant finalement. Si tout était cadré, parfait, machin, ça serait moins marrant. Ça serait moins drôle. Ouais, ça serait moins drôle. C'est excitant et en même temps tu te rends pas compte. En fait, avec recul, quand tu reposes le truc, tu te dis mais on était complètement cinglés. Et quand on repense aujourd'hui, c'est plutôt une anecdote qui nous fait marrer et ça fait partie, tu vois, tout à l'heure ce que je disais, ou avec les associés quand on en reparle, ça nous fait rire. Et c'est ça, finalement. C'est ça aussi qui me plaît dans l'entrepreneuriat, parce que souvent l'entrepreneuriat c'est créer une entreprise, gagner de l'argent, c'est souvent cette image-là qui est véhiculée, et en réalité l'entrepreneuriat, pour moi, c'est surtout vivre une aventure. Presque de l'improvisation, quoi. On est dans un festival de rap. Improvisation, et puis c'est tes choix. C'est-à-dire que tu dépends pas d'un patron, tu dépends pas de... C'est toi qui fais tes propres choix, qui sont bons, mauvais, peu importe, mais et tu as un sentiment de maîtrise. Et ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est pour ça que quand des gens viennent me voir et me demandent tiens, j'ai envie de créer une boîte et tout, et je leur demande toujours leur motivation. Et j'essaie de sentir si justement ils sont là pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que je pense que par exemple, créer une boîte pour gagner de l'argent, c'est une mauvaise raison. Ça peut être une conséquence, mais ce qui te nourrit derrière, c'est plutôt... Alors évidemment, il faut que tu arrives à en tirer un salaire, mais c'est surtout l'expérience incroyable que tu apprends sur un métier, sur un secteur et sur toi-même. Bien sûr. Et justement, ce Vélotour va t'apporter une sacrée expérience, puisque c'est cet événement qui va te permettre d'éprouver WizEvent. Au départ, ta société, c'était la billetterie qui permet d'acheter les tickets pour le Vélotour. Exactement. Tu vois, Vélotour, on avait 3 sources de revenus. On avait donc la billetterie, les participants devaient s'inscrire. On avait une deuxième source de revenus qui était les partenaires privés, et puis les collectivités nous aidaient un peu. Et sur la billetterie, donc l'idée c'était en fait de faire venir les gens sur notre site internet pour qu'ils achètent ensuite un billet. Et à l'époque, on est en 2006 pour la première édition. Et je vais voir la Fnac, parce que pour moi, vendre des billets en 2006, c'est la Fnac. Et donc je leur explique l'événement, et là ils me disent la première chose, ils disent mais votre événement, on n'est pas sûr de pouvoir le référencer dans notre catalogue, parce que nous, Fnac, c'est la culture, et votre événement, c'est un mix entre sport, découverte, loisirs et tout. Ouais. Et première chose, ensuite ils nous disent mais de toute façon, vous ne pourrez pas vendre les billets sur votre site, vous allez mettre un bouton achat dans les points de vente habituels qui renvoie sur le site de la Fnac, et sur le site de la Fnac, les gens pourront acheter les billets. Et puis après, je leur dis ok, bon, donc, pourquoi pas. Mais est-ce que je pourrais envoyer un mail aux participants pour leur donner le parcours, pour leur... Ah bah non, parce que c'est nos clients. C'est nos clients. Ils récupèrent le fichier client. Voilà. Et puis le coup de grâce, c'est quand ils m'ont dit bon, envoyez-moi un fax.
parce que j'avais pas de fax et je comptais pas en acheter un. 2006, Et ça existe encore les fax? Dans 3-4 semaines, on mettra en vente l'événement, alors que je voulais le faire tout de suite. Ouais. Et ça, c'est le premier constat, de se dire les solutions sont pas adaptées. Le deuxième, c'est qu'on bricole une solution du coup avec un copain et que là, on fait 20-30% des inscriptions en ligne. L'année suivante, 60% et l'année d'après, 100%. 100%. Donc les gens voulaient acheter en ligne, ça, il n'y avait pas de secret. Et les solutions n'étaient pas adaptées. D'autres organisateurs nous disent, mais votre truc est génial, on veut la même chose. Et de là, on s'est dit, en fait, on va se lancer à fond dans ce projet parce que le marché est énorme. Tout le monde organise des événements professionnels, associatifs, sportifs. Et de là est née l'idée de WizEvent et qu'on a créé donc en 2008. Et maintenant, c'est une vieille start-up parce que tu vois, ça fait 17 ans, mais on est toujours dedans et avec, je pense, avec la même énergie, différente parce qu'on n'a plus le même âge, mais en tout cas, toujours avec l'envie d'apporter l'innovation aux organisateurs d'événements. Et puis, tu vois, d'être dans les coulisses d'événements comme celui-ci, c'est assez génial parce que on rencontre des organisateurs qui ont des super projets, on est dans les backstage de ces Bien événements-là sûr. et on est une partie prenante. Et donc, même si c'est pas nous qui les créons, on se Tu es acteur. sent acteur, ouais. exactement. Alors, WizEvent, c'est surtout aujourd'hui la deuxième billetterie en ligne française? Deuxième, troisième? Ouais, en nombre de billets, on doit être la deuxième. La deuxième? Et puis, parce qu'on n'est pas que sur le marché français, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est le 2 ou 3e acteur européen en matière de billetterie. Et puis, sur ces petits bracelets de paiement qu'on a développés en 2014, on est aujourd'hui le premier acteur mondial quasiment parce qu'on fait tu vois le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, on a des événements cet été, on a eu un peu plus de 500 événements qui ont utilisé ces bracelets un peu partout dans le monde, au Canada, Mexique, en Afrique du Sud, enfin voilà, et donc c'est Un succès incroyable. C'est surtout ça où on a vraiment une avance technologique par rapport à nos concurrents. Ouais. On en reparlera, et surtout sur WizEvent, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, des bureaux à Barcelone, en Suisse, à l'autre bout du monde. Pourtant, je crois que le siège social est toujours chez papa-maman. Est-ce que c'est vrai? Ouais, le siège social est chez mes parents. Et, À Dijon. À Dijon, parce que quand j'ai créé la boîte en 2008, je m'étais fait la réflexion qu'étudiant, j'allais déménager. Et donc, pour pas changer le siège social avec le greffe et tout, je savais que mes parents n'allaient pas bouger. Donc, le siège social est toujours chez mes parents. Et on a eu une aide à l'époque d'Oseo, qui est devenue la BPI. On avait eu une subvention qui nous imposait de rester pendant 3 ans dans le même siège social. Et au fond, je l'ai laissé. Et je trouve que c'est rigolo parce que du coup, voilà, ça fait partie des anecdotes qui font sourire les collaborateurs ou même dans les médias. Et puis, il y a aussi l'attachement à Dijon, où en fait, Vélotour a été lancé grâce à une subvention de la ville de Dijon. Et Ouais. du coup, de garder ce tampon de Dijonais qui me tient à cœur, c'était un petit clin d'œil sympa. Et donc, effectivement, le siège est chez mes parents. Donc, il y a eu, d'ailleurs, on a gagné un prix européen il y a, je sais plus maintenant, une dizaine d'années, qui était un prix qui avait gagné Deezer, Criteo, enfin un prix assez important. Qui est là d'ailleurs, 10 heures sur une Oui, scène. qui sont sur le festival. Et on a un journaliste d'M6 qui avait pris le train depuis Paris pour venir nous interviewer, Dans la société. qui a sonné chez mes parents et qui est tombé sur ma maman. Enfin voilà, donc c'est ce genre de Excellent. petite anecdote. Tu vas la laisser, le siège il va rester là-bas, c'est historique. Ouais, alors c'est- après on fait, tu sais, du coup parce qu'on reçoit quand même beaucoup de courriers, donc on fait Ouais. des renvois de courriers. Des fois c'est un peu galère aussi. Ouais. Des fois j'ai des clients organisateurs qui sont en défaut de paiement, donc qui ont des huissiers qui viennent et du coup qui viennent là où il y a la billetterie, donc ils viennent chez mes parents. Donc C'est ma ton mère doit père leur ou ta mère expliquer qui que, ouvre. voilà, c'est... Ça c'est moins fun ça. Donc ça c'est un peu moins fun. Ouais. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, la technologie cashless, c'est toi qui l'industrialise. Tu n'es pas le premier à inventer cette techno, mais tu arrives à l'industrialiser. Tu es le premier mondial aujourd'hui. Une question toute simple, pourquoi tu as eu envie de supprimer le flouze, la monnaie, la moulaga, comme on dit maintenant, des festivals? C'est quoi la proposition de valeur? C'est de faire disparaître un petit peu la notion d'argent? Ouais, en fait, si tu veux, c'est parti de 2 constats. Le premier, c'était qu'on avait, avec nos solutions de billetterie en ligne, en partie révolutionné le marché de la billetterie en ligne et facilité la vie des organisateurs d'événements. Et là, les organisateurs ont commencé à nous dire, tiens, on a un autre problème, qui est l'argent pendant les événements. Ouais. Et le problème d'un organisateur, on s'en rend pas compte sur un événement comme celui-ci, mais sans ce bracelet, ça veut dire qu'en début de semaine, tu aurais eu une banque qui serait venue installer des distributeurs de billets automatiques. D'accord, ok. Tu aurais t'aurais des agents de la Brinks qui feraient des Ouais. allers-retours, c'est plusieurs millions d'euros potentiellement. Tu as du vol parce que du coup tu vas avoir des commerçants qui vont garder l'argent de leur côté. Donc tu as des problématiques de sécurité et puis tu as des problématiques aussi d'efficacité. Et un exemple qu'on a eu quand on l'a déployé, on le déploie un jour dans le sud de la France sur les plages électroniques. Il y a un beau festival à Cannes. Ouais, bien sûr. On présente le système le jeudi et les 40 ou 50 barman habituels qui étaient là depuis plusieurs années viennent, on leur explique le système. Et le jour de l'ouverture,
il y avait que 15 de ces barman qui étaient venus parce qu'ils avaient l'habitude de prendre du cash et de le voler, et ainsi de suite. Donc si tu veux, ça facilite des choses. Par exemple, pareil, proposer un prix, une bière à 1,50 € ou une bière avec un prix à virgule, ça t'évite d'avoir du rendu monnaie à faire, ça automatise les rechargements. Et sur certains événements, je pense par exemple au Hellfest, avant l'ouverture des portes, 95% de l'argent est déjà sur les bracelets. Et donc, mais ça permet d'effacer quand même la notion d'argent, c'est-à-dire qu'on se rend moins compte aussi peut-être qu'on consomme. Ouais. Alors tu consommes plus, mais tu as aussi d'autres vertus. C'est-à-dire que par exemple, tu peux aussi, par exemple sur les moins de 18 ans, t'assurer qu'ils ne consomment pas d'alcool. Donc les gamins qui ont un billet moins de 18 ans, s'ils demandent une bière, ils vont être bloqués. Tu peux gérer le remboursement automatiquement. T'as beaucoup de choses que tu peux automatiser. Par exemple, tu peux faire des happy hours, tu peux faire plein de choses qui donnent le pouvoir à l'organisateur. Et aujourd'hui, tu vois, on a fait un sondage sur un événement, 96% des festivaliers veulent que ce système reste en place. Cashless. Ouais. Tu équipes quel événement aujourd'hui le Golden, d'autres événements mondialement reconnus? Écoute, les événements les plus gros qu'on a fait, on fait le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, on fait Tomorrowland, qui est le gros Génial. festival. Tu m'emmènes l'année prochaine à Tomorrowland, ouais, c'est si mon rêve. Hein. C'est mon rêve. J'y étais pour la première fois cette année, c'est incroyable. Mais sans incendie, moi je préfère, c'est mieux. Oui, mais là c'était mythique. C'était encore plus mythique. Non, on fait Tomorrowland, on fait le Hellfest en France, on fait... Génial. Tu vois, ou des événements très connus comme le Salon de l'Agriculture, la Foire de Paris, et puis on a fait les JO l'été dernier. Deux ambiances, hein, Golden Coast, Salon de l'Agriculture, rien à voir. Rien à voir. Mais et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que on a deux choses cool dans notre métier. On fournit des technologies, donc c'est de l'innovation, et c'est une innovation qui permet aux gens de se rencontrer. On n'est pas dans une innovation où tu vas t'insulter sur des réseaux sociaux. Les gens, ils se rencontrent, on le voit ici, ils partagent un moment de culture, un moment de sport. Et c'est ça, c'est ce que je te disais. Toi, c'est l'expérience client que tu vas chercher. Exactement. Ouais. Derrière le business, c'est avant tout l'expérience client, la rencontre. Voilà. Et passer d'un événement comme tu vois, le défilé de l'agence Elite avec des top modèles à un événement comme ici, à les JO, tout le monde, tu vois des choses incroyables. Et ça, c'est assez incroyable. Le sport, notamment, sans transition, on va passer au sport. Il y a un an, tu rachètes le DFCO. Et je sais que tu jouais à Football Manager avec ton frère Arthur quand tu étais gamin. Non, il jouait pas lui. Il jouait pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Il te conseillait? Non, il s'était fabriqué une petite caméra en carton et il me filmait. Ah oui, c'est vrai, il filmait. Avec une fausse caméra en carton. Au handball. Et quand je jouais au handball. Quand je jouais au handball. Alors tu jouais à Football Manager avec un internet qui déconnait un peu. Là, on n'est pas dans un jeu vidéo avec le DFCO. Comment tu as pensé, si on peut être dans les coulisses un petit peu de cet investissement, comment tu as pensé organiser et intégrer un tel événement dans ta vie? Là, c'est... tu vois, tu parles d'investissement, c'est pas un investissement en termes d'argent. C'est-à-dire que... un peu quand même. Non, mais il faut beaucoup d'argent, mais c'est pas un investissement au sens où tu veux gagner de l'argent. Parce que sinon, il faut vraiment être stupide d'acheter un club de foot pour gagner de l'argent. Par contre, c'est un énorme investissement, effectivement, au moment où tu le rachètes, mais en termes de temps et d'énergie. Parce que Football Manager, quand tu n'as plus envie d'y jouer, tu l'éteins. Et puis, c'est pas la vraie vie, en fait. Et c'est un peu comme jouer au poker avec des jetons ou avec de l'argent. Grave, tu recommences la partie. Écoute, je l'ai vécu avec... je le vis avec passion, parce que je voulais le faire avec passion. C'est un rêve de gamin. C'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. J'en ai chialé, il y a des moments où j'avais envie d'arrêter. Et parce que le défi est difficile, parce que je sais pas si je vais y arriver. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est trop gros, t'as trop d'interlocuteurs. On parle d'entrepreneuriat, et puis tu vois, je vois l'affiche derrière toi. Créer, reprendre, rebondir. Créer, tu pars de zéro et tu fais ton aventure, et si tu la votes, c'est le truc que toi t'as créé, que t'as voté. C'est pas rigolo, mais tu l'as créé. C'est pas toi qui as fondé le DFCO, mais... Oui, mais justement, tu as une pression supplémentaire en fait. C'est-à-dire que le DFCO, sur le papier, j'en suis le propriétaire, mais en fait, il appartient à tous les Dijonnais. C'est-à-dire qu'il y a des supporters qui ont des souvenirs au club, il appartient à la ville, il appartient à plein de gens. Et donc, tu as une pression incroyable parce que si demain, j'arrive pas à le redresser, ce qui est possible, ça te met une pression folle parce que c'est pas le truc que j'ai monté où, ok, je dis, les gars, j'y arrive plus, j'arrête. Ça n'implique pas que toi. Ça implique pas que moi, gens, ça met une énorme pression. Et puis tu es très visible, c'est pas... tu vois, With Event en termes de taille, c'est je pense 10 fois plus gros que le DFCO. Par contre, en termes de pression médiatique, en termes d'enjeu, c'est l'inverse. C'est vraiment autre chose, quoi. Et donc c'est passionnant, c'est dur. Et c'est dur parce que le club est en très grande difficulté. Je pense que si j'étais pas venu, il aurait potentiellement été en dépôt de bilan. Parce que le contexte économique du football est complètement compliqué, fou. Et puis on le voit, le contexte en France économique est pas simple. Donc nos partenaires souffrent, les collectivités doivent baisser leurs dépenses. Et donc au milieu de tout ça, j'essaie de faire rebondir le club. Et ce qui est aussi tout nouveau pour moi, c'est que quand tu reprends,
bah, tu reprends des salariés, tu reprends une façon de bosser. Donc Bien quand sûr. tu crées, tu vas plutôt embarquer des gens qui sont dans ta dynamique. Avec des décisions difficiles à prendre. Hein. Tu Et arrives, tu prends des décisions il faut pas le faire. faciles. Quoi. En fait, si tu veux, c'est très dur parce qu'on a fait des licenciements économiques, donc Ouais. on a fait 2 vagues de licenciements économiques. C'est le truc le moins drôle que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Par contre, si tu veux, j'ai pas eu de doute parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire Ouais. que si à la limite il y avait eu 2 choix et que je m'étais dit celui-là c'est peut-être le plus salaud, c'est celui que je fais, j'aurais été mal à l'aise. Il n'y avait pas d'autre choix et en fait à un moment donné c'est comme quand t'amputes un membre, tu le fais parce que tu veux sauver le reste du corps. C'est Et ça. Dans le rebond, il faut aussi se dire qu'il y a des moments pas faciles. Non, c'est pas simple. Il y a Et des faut, responsabilités, il y a des choix. Une question de choix aussi. Entreprendre, c'est choisir. Quoi. Il s'est tranché. Ouais, Et c'est il faut tranché. le faire et on a fait des choix qui sont difficiles. On m'a reproché des choix que j'avais faits, mais honnêtement, je pense pas qu'il y avait d'autres choix à Ouais. faire et j'espère que à terme ça pourra payer. Et en tout cas, on est dans quelque chose d'assez passionnant. Et puis, je sens une nouvelle dynamique Bien parce sûr. qu'on a beaucoup bossé sur les équipes. On sent que les gens qui sont là dans le club ont envie de pousser dans le bon sens. Et petit à petit, on voit que ça peut se faire. Après, c'est du sport, donc il y a une part qui est immaîtrisable. Il y a une part qui est immaîtrisable, mais quand l'équipe va, quand il y a une ambiance saine aussi, ça compte hein, dans une entreprise. En termes de management, de RH, c'est très important. Quoi. C'est pas que. C'est ce que je Du pense, foot. ouais. Tu vois, au début, j'ai repris le club et j'ai dit je nous donne 3 ans pour remonter. Ouais. Et il y a des gens qui ont dit ah, mais il est pas ambitieux. T'aurais pu le faire la saison Il faut dernière. remonter Là. tout. Bah. Ouais, Pas grand chose. pas grand chose. Il faut remonter tout de suite, il est pas assez ambitieux et tout. Et en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça se décrète pas une montée. Et pour moi, c'est un ensemble de choses qu'on doit aligner, c'est-à-dire avoir un climat sain autour du club, avoir une bonne ambiance dans l'équipe, avoir recruté des joueurs qui sont là pour les bonnes raisons. Et à un moment donné, il y a une mayonnaise qui peut prendre. Et puis il y a aussi une part que tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas l'arbitre, tu maîtrises pas un fait de jeu, tu maîtrises pas une blessure. Bien sûr. Et donc on essaie de gommer au maximum ces éléments qui sont incontrôlables. Mais malgré tout, c'est ce qui nous fait aimer le foot, c'est qu'il y a le côté un peu Et tu dingue. pousses les curseurs que tu maîtrises à fond. Et ceux que tu maîtrises pas, t'apprends aussi à lâcher prise à un moment donné et te dis là, c'est pas de mon ressort. Et voilà quoi. Exactement, mais c'est dur de lâcher prise parce que j'étais venu avec beaucoup d'idées en me disant le sportif c'est une chose mais il faut se focaliser sur le reste. Les autres présidents passent trop de temps sur le sportif, c'est pas leur domaine et tout. Et en réalité on est complètement happé par le sportif, c'est-à-dire que ce week-end on a fait match nul donc Ouais. je suis dans un état moyen. Et si on avait gagné je serais un peu plus euphorique, si on avait perdu je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là. Et ça, c'est extrêmement dur parce que tu as beau le savoir, tu as beau essayer de faire attention, bah ça te heurte. C'est-à-dire quand l'équipe perd, on a fait un match l'an dernier où on perd 5-0 contre Le Mans au bout de 20 minutes de jeu. Moi, je suis sur ma chaise, Tu te tu peux- déconfies bah, tu complètement. peux rien faire en fait. Ouais. Tu es juste là en train de te dire, mais merde, je cherche le bouton pour disparaître. Tu as le maire qui est à côté de toi, tu vois que l'équipe fait n'importe quoi, les gens ici, et donc tu es dans un moment Là, qui est galère, quoi. les émotions, là, c'est pareil. On parlait d'émotions tout à l'heure. C'est le top que tu puisses vivre en termes d'émotions. Tu peux pas faire mieux que ça. Je veux Alors, dire, c'est ouais. ton club qui Et en même- joue, quoi. Et en même temps, tu vois, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais il me dit, c'est pour ça que tu es venu. Et je crois qu'il a raison parce que, au fond, c'est cette adrénaline. C'est-à-dire que le moment où tu gagnes, c'est une sorte de drogue légale qui est un peu folle. Ouais. Où ça t'envoie comme les émotions dans le sport. Et je crois que j'essaye aussi de retrouver ce que j'avais parce que j'ai fait beaucoup de hand gamin, donc j'ai joué dans un club pro. Avec Arthur, donc qui te filmait avec Arthur une fausse filmait, caméra en ouais. carton. Et donc j'étais dans un club pro, j'étais payé, j'avais un contrat et tout. Alors j'aurais pas pu aller à beaucoup plus haut niveau, mais si tu veux, ma semaine était drivée par le match du week-end. C'est-à-dire que petit à petit, la pression avec les entraînements montés, la sélection dans l'équipe et puis le match. Et puis après, ça redescendait, ça remontait. Et je crois que ça me manquait. Donc je l'avais remis dans l'entrepreneuriat, cette énergie. Et au fond, en revenant au club, bah, j'avais envie de vivre ça. Et les trucs que j'aime le plus, c'est quand je suis dans le vestiaire avant le match, quand je dis rien parce que c'est pas mon truc, mais j'aime bien écouter. J'aime bien être avec Tu vas eux. voir les gars. Tu vas Ouais, les voir. mais je parle pas. Enfin, je parle pas. Ok. Ça m'est déjà arrivé de parler, mais c'est pas mon rôle. Mais par contre, je veux être là parce que j'ai envie de leur montrer que je suis avec eux. Et puis moi, c'est ce qui me plaît. J'ai envie de sentir l'ambiance, de voir si les mecs sont, si tu les Ouais. sens prêts ou pas, s'ils sont très stressés, calmes. Tu vois, le match de vendredi, on joue contre Caen qui vient de redescendre de Ligue 2. Et tu sens, parce que c'est un très beau stade, parce qu'il y a du monde, qu'il y avait une autre pression. Tu sentais et voilà, ça c'est cool. C'est des Et c'est tu apprécies ça des aussi. vibrations que tu peux percevoir. Est-ce que quand tu es au stade Gaston Gérard, tu kiffes? Je kiffe moins à Dijon qu'à l'extérieur. D'accord. Mais parce que quand je Trop, suis à trop de Dijon, pression, trop de. j'ai plus de pression à Dijon. Et à Dijon, en fait, je suis là, il faut que j'aille voir les partenaires. Ouais, Il faut que j'aille voir. c'est le personnage, quoi. C'est le président T'es du club. beaucoup en représentation, alors Ouais. qu'à l'extérieur, j'ai aucune contrainte. À part, donc si j'ai juste envie de voir l'échauffement, parce que des fois j'aime bien juste regarder l'échauffement, je peux le regarder. Et ça, c'est très cool. Et à Dijon, c'est un peu entre guillemets du boulot.
Mais par contre, à Dijon, il y a les supporters et ça, c'est le côté qui me plaît, moi. T'es à la maison, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vrai que les affaires se jouent beaucoup dans les tribunes de Gaston Gérard ? Pour moi, non. Pour certains de nos partenaires, j'espère, et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'amener justement une dynamique pour que les entreprises se rencontrent et tout. Et pour moi, non. Alors après, par contre, c'est vrai que d'être président d'un club de foot, je peux discuter plus facilement avec des présidents de clubs de foot qui demain peuvent être des clients de WizEvent, mais je ne l'ai pas fait pour cette raison. C'est-à-dire que tout le monde dit acheter un club de foot c'est débile, mais ça va t'aider dans le business. Ouais. Pas forcément. C'était pas ton leitmotiv du tout. Et la réalité, c'est que à l'inverse, le temps que je passe sur le club, je le passe plus sur WizEvent. Et donc ça m'aide pas. Ouais. Et pour compenser, parce que mon associé, on est à 50-50, je bosse du coup les soirs et les week-ends parce que je veux pouvoir le regarder dans les yeux et me sentir double agenda. T'as pas mis ça de côté, t'as pas mis WizEvent de côté non. pour te concentrer sur ton petit parce cadeau. Que tu vois, cette année, on a racheté 4 sociétés. Et au moment où on se parle, on est en train de racheter 2 autres sociétés en Europe. Et tu vois, dans le train, j'étais en train de lire un document pour un... Quelle société ? Je peux pas dire. Oh. Mais non, je suis toujours... Et c'est une chance aussi d'avoir WizEvent parce que le lundi, quand je rentre à Paris, personne me connaît. Quel que soit le résultat du match, je suis sur WizEvent et je pense à autre chose. Et dans une boîte qui est en pleine croissance, alors que Dijon est en pleine décroissance, entre guillemets, même si on essaie de la stabiliser, de remonter. Ça fait que je passe d'un club qui est un peu encore en convalescence à une boîte qui va très bien. Et ça permet de... Alors c'est un peu schizophrène. Oui, mais ça t'inspire aussi et voilà. Ça t'aspire, je pense. Tu vois, l'an dernier, le directeur général qui est Paul, qui est un super... en tout cas, qui est le plus jeune directeur général de France, d'un club pro, il a vécu des licenciements économiques à 29 ans, dans une ambiance qui est compliquée. Quand tu es dans les couloirs d'une boîte où il y a des gens qui se connaissent depuis 20 ans puis qui vont devoir quitter le club, que les résultats sont moyens. Et moi, en étant à Paris, j'étais un peu préservé. C'est une chance, du coup. Alors justement, tu parlais de convalescence, le fait de remettre le club. Justement, tu es patron, tu es grand patron. C'est aussi avoir de l'ambition. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite pour le DFCO ? Évidemment, une remontée en Ligue 2 la saison prochaine, une remontée en Ligue 1 dans 2 ans et la C1 dans 3 ans. On est d'accord ? Ça te va ? C'est le plan. C'est le plan. 3 ans pour aller au championnat d'Europe. J'ai dit en rigolant quand j'ai repris le club que je voulais gagner avec des champions. Et en fait, c'est impossible. Mais il y a une probabilité infinitésimale que ça puisse le faire. Et en fait, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quand j'ai créé WizEvent, si un jour on m'avait dit qu'on serait leader mondial, qu'on ferait les plus grands événements de la planète, je n'y aurais pas cru. Et donc ça, c'est le rêve. Mais avant, l'étape principale, c'est sauver le club. En fait, je serais content si, après moi, le club est toujours vivant. Et mon échec, ça serait d'aller au tribunal de commerce et dire en fait, on n'a pas réussi à redresser, il y avait trop de dettes, on n'a pas réussi à trouver de nouveaux partenaires, à remonter le club. Et aujourd'hui, Dijon, par rapport à la taille de la ville, par rapport à nos infrastructures, il faut qu'on soit en Ligue 2. Et donc la première étape, c'est il faut qu'on soit en Ligue 2 et il faut qu'on puisse passer la DNCG tous les ans sans stress, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin d'un actionnaire qui vienne mettre des millions d'euros tous les ans, qu'on retrouve un équilibre. Donc ça, c'est l'étape 1. Et après, une fois qu'on aura fait ça, tout sera permis. Tout sera permis parce que si on continue à bien bosser, je pense qu'un jour on pourra remonter en Ligue 1, en tout cas c'est l'idée. Et puis si on bosse bien, si on structure bien, si on est un peu plus malin, parce que quand tu prends de la hauteur, Dijon c'est la 20e métropole française. Donc économiquement... Pas 14 ? Je croyais que c'était 14. Peut-être, allez. Entre 14 et 100. Ça veut dire que même si on est 15, on est sur le bas de la Ligue 1, en termes de taille, en termes de potentiel économique. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un club il existe ? Soit il a une marque extrêmement puissante, Saint-Etienne, Lens, et un public très, très fort. Oui. Nous à Dijon aujourd'hui on n'a pas un public de foot. On est une ville plutôt bourgeoise, on n'est pas une ville minière avec des industries lourdes et ainsi de suite. Donc il faut qu'on arrive... Pourtant on est une ville de sport, hein. On a beaucoup de sport élite. Oui, on est une ville de sport, mais on n'est pas une ville, on n'est pas une ville qui pue le foot, qui pue le... Ouais. On n'est pas une ville prolétaire en fait. Ouais. Et donc du coup, on n'a pas cette culture, donc on n'a pas cette marque forte. On a fait que 5 ans en Ligue 1, tu vois, par rapport à des clubs quand on fait 40, voilà. Donc on n'a pas ça. On a un bassin économique qui est moyen, et on n'a pas un actionnaire principal, moi, qui est le prince du Qatar. Et donc partant de là, t'as pas le choix. Il faut que tu sois plus intelligent, plus malin. Il faut trouver des leviers différents. Il faut qu'on travaille dans le temps long. Il faut qu'on accepte aussi la loi du sport. C'est-à-dire qu'un club comme Dijon peut-être un jour comme Brest être en Coupe d'Europe, peut-être pas la C1, mais en tout cas parce qu'à un moment donné, il y a une alchimie parfaite qui se met en place. Ouais. Et donc moi, c'est ce qui me fait marrer et c'est ça que je vais essayer de faire. Après, est-ce qu'on va y arriver ? Je sais pas. Mais étape 1, sauver le club et m'assurer que dans 15 ans, il y a des gens qui pourront toujours aller voir le DFCO. C'est sûr, ça va le faire. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. Une dernière question. Est-ce que tu penses qu'entreprendre, c'est rêver, tout simplement ? Là, tu penses au club en championnat d'Europe, c'est très marrant, mais ça fait rêver, mais c'est pas déconnant. On peut rêver. On a le droit, c'est gratuit. C'est bien ça. Et ouais, je crois que c'est rêver et puis c'est être libre. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'être libre.
Et puis ouais, de vivre des aventures folles et de le vivre pleinement, en tout cas de faire les choses à fond, ce que j'essaie toujours de faire. Et après, c'est ce que je dis aussi aux joueurs et c'est ce que je dis à mes gamins. Je dis en fait, tant qu'on fait les trucs à fond, No c'est regrets. pas grave. En fait, t'as le droit t'as le droit de te planter, mais de l'avoir fait à fond, il n'y a pas de regret. Là où il y a des regrets, c'est quand tu dis ah, ce truc, j'aurais dû mieux le préparer, j'aurais dû faire autrement, j'y étais sur la pointe des pieds. Bah là, oui, effectivement, c'est un peu frustrant. Mais ouais, rêver, c'est bien, je pense. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot de fin. On va Merci, te Marie. laisser profiter des concerts. Est-ce que tu as un nom sur les affiches de cet après-midi qui te Alors, plaît? Alors là, tu vois, je suis très nul en musique. C'est marrant parce que je bosse avec plein d'événements. Je suis très nul en musique. Et tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que oui, je connaissais IAM. Et après, je suis un peu déconnecté de ces nouveaux chanteurs. Mais j'écoute un peu de tout. Donc, tu vois, Un bon groupe des années 90 qui est Triptyque, qu'on va recevoir tout à l'heure. Donc si tu vas aller cool. les découvrir, tu reconnaîtras les sonorités qu'on a connues, nous, dans les années 90-2000. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Je te Merci, souhaite Marie. une très belle continuation et à bientôt en tout cas.